J'admets les participants. Nadia, quand tu le souhaites. Très bien. Alors, ça commence à augmenter, mais peut-être. Bonjour à tous. On vous laisse entrer tout doucement. Tout d'abord, bienvenue euh, à ce webinaire. Parlons-en donc, qui va aborder la question donc des internats en plusieurs temps. Une question donc des internats, une présentation des internats d'excellence et notamment avec des illustrations toulousaines. Et puis dans un second temps, vous allez avoir une présentation d'un autre type d'internat, l'Institut Villebon, Georges Charpak. Et en troisième temps, on aura un temps de questions-réponses. Je vous propose de garder les questions-réponses pour la fin, en laissant passer chacune des séquences. Et puis, peut-être que je donne la parole à Madame Darmoni qui va introduire donc les internats d'excellence. On va très vite parce que le temps de webinaire est de 45 minutes. Donc, Madame Darmoni, à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Anne Darmouni, je suis chargée d'études à la DGESCO, au Bureau des territoires, de l'égalité des chances et de l'éducation prioritaire, responsable du dossier des internats. Donc, l'internat d'excellence, c'est un label qui repose sur la construction d'un projet éducatif solide, dont les critères sont clairement définis. L'internat doit être ouvert sur son territoire. Il doit fournir à l'élève interne un accompagnement scolaire et un accompagnement éducatif en offrant des sorties et activités culturelles, artistiques ou sportives et en respectant bien sûr l'équilibre entre temps collectif et temps individuel de l'élève. Il doit favoriser l'égalité des chances et la mixité sociale et s'inscrire aussi dans une démarche qualité continue en développant des outils d'auto-évaluation de façon régulière. Alors, nous avons aujourd'hui sur le territoire 465 internats d'excellence grâce à 2 labellisations successives en 2020-2021. C'était l'appel à projet internat du 21e siècle. Le premier appel à projet, couplé au plan national de relance et de résilience, qui a permis de cofinancer pour un montant de 50 000 euros des réhabilitations, rénovations ou créations de places d'internat. Puis en 2023, l'appel à projet dans le cadre de France Ruralité avec un focus sur la ruralité qui a permis là aussi de cofinancer des réhabilitations, des créations et des rénovations d'internats à hauteur de 40 millions d'euros. Voilà pour la présentation de la politique des internats. Je vais donc laisser la parole aux acteurs de l'Académie de Toulouse. Nous avons Madame Dominique Fassou, qui est référente pour les cités éducatives au sein de l'Académie, Monsieur Olivier Léglise, qui est superviseur des internats pour le département de la Haute-Garonne notamment, Monsieur Larocque, qui est proviseur du lycée Urbain Vitry, qui est dans la cité éducative Toulouse-Nord, et Madame Ariane Rosenboom, qui est proviseure du lycée Gallieni dans la cité du Grand Mirail. Voilà, Madame Fassou, je vous laisse la parole. Merci, bonjour à tous. Je vais commencer par resituer, recontextualiser le dispositif cité éducative pour comprendre l'articulation avec les internats d'excellence. Nous avons un déploiement de 2 cités éducatives toulousaines, une sur le Mirail, qui, je le rappelle, est la plus étendue de France, dont le lycée Gallieni fait partie, a intégré le périmètre, et qui est incarné par Madame Rosenblum à mes côtés, proviseure depuis la rentrée au lycée Gallieni, et qui était avant principale d'un collège de la cité éducative du Mirail, donc il connaît tout à fait le contexte. Nous avons la deuxième cité qui est un peu plus réduite, mais non moins dynamique, avec ses acteurs, dont la cité incarnée qu'on appelle la cité nord, mais pour reprendre l'appellation, c'est la Vache, Lizard, Trois Cocus, Borde Rouge, incarné par Monsieur Larocque, proviseur du LEP Urbain Vitry, qui interviendra tout à l'heure.
Alors, lorsque le premier déploiement a eu lieu pour la Cité du Mirail, je le rappelle, c'était en septembre 2019, donc c'est la première vague de labellisation. Nous étions dans un plan d'action aligné sur les objectifs généraux des cités éducatives. Je vais les rappeler parce que c'est pour montrer la cohérence et l'articulation par la suite avec les internats d'excellence. Donc, premier, c'est conforter le rôle de l'école et nous, de manière opérationnelle, il fallait que l'on incarne une structuration des réseaux éducatifs et renforcer l'attractivité des établissements. Deuxième axe, promouvoir la continuité éducative. Et trois, ouvrir le champ des possibles. Et sur les cités toulousaines, c'était opérationnellement l'insertion professionnelle, la mobilité et l'ouverture culturelle et la lutte contre les discriminations. Progressivement, à travers l'incarnation de ce plan d'action, il nous a semblé naturel, cohérent de nous rapprocher du dispositif internat d'excellence qui s'est vraiment déployé à partir de 2022 sur le territoire. La définition et la structuration des internats d'excellence fait que dans leur fonctionnement, leur objectif, il y a vraiment une convergence d'objectifs. Un, avec les trois objectifs nationaux des cités éducatives, et je le rappelle, c'est important, donc la structuration de réseau, renforcer l'attractivité des établissements, l'insertion professionnelle, la mobilité et l'ouverture culturelle. Pour mettre en place cette convergence d'articulation et d'intérêt avec les internats d'excellence, nous nous sommes déployés en deux étapes. D'abord, une rencontre avec le superviseur du réseau des internats d'excellence dès le début de l'année scolaire 2022, Monsieur Léglise, lorsqu'il a été nommé à ses fonctions. Et notre but en tant que cité éducative, c'était de lui permettre d'accéder à tout le système de réseau associatif, structurel, territorial que l'on avait mis en place sur la cité du Mirail et sur les débuts de la cité Nord. Cela lui permettait de gagner du temps, un temps précieux dans sa vision du territoire en termes de méthodologie et d'ingénierie de projet. Ça a été notre objectif premier, notre objectif premier de travail avec Monsieur Léglise. Dans un deuxième temps, on a été plus opérationnel et on a envisagé du côté de la Cité du Mirail, puisque c'était elle qui était le plus déployée, je le rappelle, était depuis septembre 2019, et en particulier le lycée Gallieni, qui avait déjà le label internat d'excellence, voir si une action de l'internat d'excellence pouvait faire l'objet d'une fiche d'action qui rentrait dans les objectifs et le fonctionnement de la cité éducative. Pour le LEP Urbain Vitry, pareil, je recontextualise. Dans un premier temps, il y avait un internat qui n'était pas labellisé internat d'excellence lorsque la Cité Nord a démarré, mais on accompagnait déjà l'établissement dans le cadre de la cité éducative. Donc là aussi, c'est tout naturellement que la cité a compris et a entendu le fait qu'il fallait accompagner Monsieur l'Église dans cette labellisation qui, je le rappelle, a conduit quand même à la Fondation Bansky, qui est intervenue sur une année scolaire avec un événement culturel d'envergure et qui est parrain de l'internat d'excellence. Et donc, c'est l'année d'après que l'internat d'excellence du LEP Urbain Vitry a été labellisé officiellement grâce au travail de Monsieur Léglise. Entre-temps, il y a eu renouvellement de la contractualisation des deux cités éducatives et nous avons reconstruit des plans d'action, ce qui est normal, on s'est adapté au contexte territorial et on a co-construit un nouveau plan d'action avec les acteurs toulousains correspondant aux enjeux de la thématique éducation jeunesse du contrat de ville et du PEDT. Donc, il y a eu 4 nouveaux enjeux que l'on a harmonisés sur les deux cités éducatives. C'est 2 territoires distincts sur Toulouse, mais ça nous semble important d'avoir le même plan d'action pour trouver une cohérence et une mise en réseau solide. Donc, le premier enjeu, c'est favoriser les acteurs de l'alliance éducative
et les internats d'excellence rentrent dans cet objectif opérationnel, dans cet enjeu. Le deuxième enjeu, faire des enfants et des jeunes une richesse pour le territoire. Donc là aussi, tout à fait cohérent par rapport au déploiement des internats d'excellence. Troisième enjeu, diminuer les situations de vulnérabilité et les proviseurs ici présents expliqueront pourquoi les actions se sont déployées par rapport à cette thématique. Et troisième enjeu, favoriser l'émancipation des enfants et des jeunes. Là aussi, on est vraiment dans l'objectif, dans le fonctionnement des internats d'excellence. Voilà, à partir du moment où sur ces deux cités Mhm. éducatives, on a donc, je le rappelle, un internat d'excellence sur le LEP Gallieni, le lycée Gallieni, la cité, d'ailleurs, c'est une cité scolaire Gallieni, et un internat d'excellence sur la cité Nord au lycée Urbain Vitry. Donc, le contexte étant posé, je laisse la parole à Madame Rosenblum, proviseure du lycée Gallieni. Merci. Bonjour à tous. Donc, Ariane Rosenblum, proviseure du lycée Gallieni depuis la rentrée là, de septembre. Très rapidement, donc, je vous présente une petite intro pour vous présenter un peu le lycée Gallieni avant d'aborder le contexte de l'internat. Donc, c'est un lycée polyvalent, hein. Très complet et très atypique. 1084 élèves, 150 apprentis, des formations qui vont de la troisième prépa métier jusqu'au post-bac, BTS, bachelor, CPGE. Avec une particularité forte, la voie professionnelle est majoritaire et spécialisée dans les métiers de l'automobile avec plus de 700 élèves en voie professionnelle. Alors, c'est une richesse, cette diversité, c'est une force, mais c'est aussi un défi parce qu'il faut faire cohabiter des publics très différents, donner de la lisibilité, mais aussi construire une vraie cohérence, et notamment une cohérence éducative. Le contexte social est exigeant. 60% de nos élèves viennent de milieux défavorisés. On est dans le cœur du Grand Mirail, hein. Seulement 18% de milieux favorisés ou très favorisés. Un IPS sur le lycée de 85,6, donc très en dessous des moyennes académiques, et 52 nationalités représentées. Plus d'un quart des élèves sont de nationalité étrangère. Donc c'est un établissement qui est profondément ancré dans la réalité sociale de ce territoire du Grand Mirail. Et c'est dans ce contexte que justement l'internat d'excellence a pris tout son sens. Alors l'internat, lui, il est particulier aussi puisqu'il accueille 250 élèves de 5 établissements différents. Donc bien entendu, une partie importante du lycée Gallieni, mais également le lycée des Arènes, du lycée René Bonnet, donc lycée des Arènes qui est un lycée général et technologique, lycée René Bonnet qui est un lycée professionnel, le lycée professionnel Guilmer et le lycée polyvalent Bellevue. Ça veut dire des jeunes qui sont issus de quartiers très différents, qui ont des parcours différents, des cultures extrêmement différentes, et des filles et des garçons. Et c'est important parce que dans le lycée Gallieni, la part d'élèves issus des QPV est très élevée et les trois quarts des élèves sont des garçons. Donc l'internat, en fait, devient le moyen, en fait, de rééquilibrer un petit peu ce caractère. Il devient un outil de mixité sociale, de mixité culturelle et de mixité genrée pour équilibrer un peu les filles et les garçons. Et là, ça demande une vraie construction. C'est là où la cité éducative a été moteur de ce projet, hein. Alors moi, j'en hérite, hein. Elle a accompagné, elle a aidé donc dans un premier temps à trouver des financements, mais aussi à structurer des projets avec déjà une bonne approche, une bonne connaissance des différents partenaires possibles, qu'ils soient culturels. Alors moi, j'ai pris le volet culturel, là, donc je vais vous présenter le culturel, mais également sur les partenaires sportifs du territoire. Et elle a permis vraiment de travailler le projet d'internat d'excellence dans le territoire. Elle a
elle a permis quand même au niveau du lycée de mettre la culture en exergue afin de lutter vraiment contre les déterminismes de démarrage du lycée. Donc, je vais vous citer deux exemples de projets qui ont été menés et des projets qui sont extrêmement cohérents. Le premier, c'était Exprime-toi. Le projet Exprime-toi qui a permis au lycée de recevoir des artistes, puis ensuite d'aller assister à un spectacle et d'y participer. Donc, il a permis aux élèves de s'exprimer, de prendre confiance et de se sentir légitimes. Les élèves ont travaillé avec l'artiste Pone du groupe Funky Family, qui est aujourd'hui en situation de handicap lourd. Ils ont pu échanger avec lui par visioconférence. Ils ont découvert son parcours, ses difficultés, sa maladie. Ça a été pour le lycée et pour l'internat un moment très fort. Ça a permis aux élèves d'avoir un regard sur la vie et de pouvoir viser haut. Et suite à ce travail avec cet artiste Pone, le deuxième projet, ça a été Rencontre en terre d'artistes avec le festival Spirale. Et là, des artistes locaux sont venus rencontrer les internes. Les élèves ont pu assister à un spectacle et ensuite ils ont pu créer. Donc certains élèves sont montés sur scène, ont chanté, ont représenté leur œuvre en slamant, ont présenté leur texte et ils ont pu jouer devant leurs camarades. Et pour des jeunes qui sont souvent en difficulté, enfermés dans des étiquettes, ça a été un moment très important très fort. Ils ont également pu, les élèves, suite à ce travail, participer à l'organisation d'une des dates du festival et représenter leur quartier, ce qui était une vraie fierté, et également pouvoir porter leur voix comme une voix légitime. Aujourd'hui, on est toujours appuyé par la cité éducative et par Monsieur l'Église, bien entendu, qui coordonne. Et les projets se multiplient puisque, alors il y en a qui existent déjà, et là on est en train de construire la rentrée prochaine et les projets de l'année prochaine. Donc les projets concernent des cours de danse pour travailler le corps, la confiance, le respect, des rencontres sportives, des sorties culturelles et aussi des sorties ludiques. Nos projets, on est appuyé par la cité éducative de manière à ce qu'ils puissent se concrétiser, mais on s'appuie aussi sur d'autres dispositifs comme le dispositif de l'école ouverte. La mixité, avec l'internat d'excellence, elle se construit, elle se vit et c'est un travail au quotidien qui permet d'appuyer vraiment une vision d'excellence, une vision d'ambition et de refuser en fait l'enfermement dans une origine sociale. En conclusion, donc l'internat d'excellence au lycée Gallieni, c'est un lieu réel de mixité, un lieu vraiment de travail de la confiance et un lieu où on reconstruit, où on autorise une ambition. Merci. Je laisse maintenant la parole à Monsieur Larocque. Bonjour à tous, donc Fabien Larocque, proviseur du lycée Urbain Vitry à Toulouse. Donc moi, ça fait 1 an que je suis à la direction de ce lycée. Donc je vais vous donner des éléments qui vont recouper aussi ce qu'a dit ma collègue. Donc on est situé sur le nord de Toulouse, donc pas sur le sud, sur un campus de 5 hectares. Et on accueille 680 apprenants, lycéens, étudiants, scolaires et apprentis. La proportion d'apprentis est de 105 pour 680, donc c'est une proportion d'apprentis qui est très forte pour les lycées publics. Et on forme de la 3e jusqu'au BTS. L'identité du lycée repose sur trois piliers. Un domaine de formation, on est seulement lycée professionnel, des métiers du bâtiment, on est labellisé lycée des métiers, et on appartient aussi au campus d'excellence du BTP et usage du numérique. Donc on forme des professionnels aux grosses œuvres, à l'énergie, au bois, à la finition. On propose également un diplôme de technicien de métier du spectacle, ce qui est un diplôme de métier d'art, avec pour option machiniste constructeur. Donc ce sont des jeunes qui sont amenés à créer des décors de théâtre ou de cinéma.
Ça, c'est le premier pilier. Deuxième pilier, Madame Rosenblum en a parlé, nous accueillons cette année 49 nationalités. L'année dernière, on était à 52, comme ma collègue, donc ça varie autour de la cinquantaine. Et le lycée, donc, peut être compris comme un carrefour culturel, réellement. Cette diversité, ça a été dit, c'est une complexité, c'est une richesse, c'est une force qui impacte et nourrit évidemment la dimension éducative du travail qui est engagé au lycée. Troisième pilier, un engagement sociétal fort. L'internat, qui est labellisé internat d'excellence depuis 2024 et donc qui est rentré dans le club des 40 lycées internats d'excellence de l'Académie de Toulouse et par année par la Banksy Modeste Collection. Il y a eu un petit mot qui a été dit là-dessus, donc ça c'est surtout grâce au lien de la conseillère principale d'éducation avec cette association-là. On accueille nous 80 internes issus de notre établissement, mais également du lycée Guinemer, comme Madame Rosenbaum. Au-delà des formations, et j'allais dire même dans leur sillage, il s'agit donc pour le lycée de créer un vivre ensemble où l'ouverture culturelle sert de levier d'émancipation. Pourquoi tout ça? On a un IPS de 84, donc un IPS très bas. On a peu ou pas de mixité, seulement 18% de filles, et ces 18% de filles sont majoritaires en formation post-bac et très minoritaires en formation pré-bac. Elles ne sont que 14 à l'internat. Et là, ce n'est pas en pourcentage, c'est en nombre que j'exprime cela. Donc, mixité de genre qui n'existe pas ou peu, et une mixité sociale qui est extrêmement basse. À titre d'exemple, je peux aussi dire qu'on a 77% des entrants en seconde professionnelle qui ont des difficultés en mathématiques, et voire de grandes difficultés, et 80% en français, ce qui vous donne un peu le tableau. La mobilité sociale et géographique est également peu ou pas du tout marquée. Dès lors, pour le lycée, implanté au cœur de ces quartiers nord de Toulouse, l'enjeu est double. Le premier, c'est former des futurs professionnels et donc travailler à l'insertion professionnelle, l'insertion sociale. Et le deuxième, c'est bâtir des citoyens fiers de ce qu'ils sont, parce que la fierté est une notion qui est importante pour nous, et surtout capables de faire société, tous ensemble. Aujourd'hui, un des moteurs essentiels pour répondre à cet enjeu, ou à ce double enjeu, c'est justement l'alliance entre le dispositif internat d'excellence et la cité éducative Toulouse-Nord. Cette synergie, elle dépasse la simple ligne budgétaire, même si c'est le nerf de la guerre, on en est bien d'accord, mais c'est surtout un levier qui nous permet de briser les murs entre le lycée et son quartier pour travailler à une place publique de la réussite. Et pour ça, je vais m'appuyer sur deux exemples. Le premier est un festival des arts de la rue qui s'appelle Festivitry et qui va, cette année, qui va proposer sa quatrième édition. C'est un festival donc, des arts de la rue, je l'ai dit, qui est réalisé par et pour les élèves, auquel participent également activement deux autres lycées, le lycée Guinemer qui a des formations pour la sécurité, et le lycée René Bonnet, on en a parlé aussi tout à l'heure, pour tout ce qui va être la restauration. Et je pourrais dire qu'au-delà d'un événement culturel, on est vraiment dans un projet de société. On offre d'abord aux apprenants une plateforme d'expression. Et à travers différents ateliers de création, de scènes ouvertes, d'expositions, l'élève devient l'acteur principal de sa propre valorisation. Au-delà des compétences purement techniques, ce qui est mis en avant, c'est, on en a parlé aussi, la confiance en soi, mais également l'esprit d'initiative et la collaboration. Ça, c'est important. Et le rôle de la cité éducative est ici déterminant. Elle nous permet de créer cette alliance éducative territoriale. Et grâce à cette dynamique, les établissements du premier degré du secteur, mais aussi des collèges donc des second degrés, sont pleinement intégrés. C'est-à-dire ils viennent, ils participent tout au long de la journée. Je ne l'ai pas dit, c'est le 16 avril, si jamais ça intéresse des gens pour venir, puisque nous sommes ouverts sur le quartier, ouverts sur ses habitants, et tout un chacun peut participer à ce festival le 16 avril 2026. Et il y aura un plateau télé, oui, qui a été réalisé par nos élèves, qui sera là pour parler plutôt d'innovation pédagogique. Voilà. Donc le festival vise donc à proposer un parcours cohérent pour tous les jeunes du quartier nord. C'est-à-dire qu'on n'est pas isolé dans ma filière, je ne suis pas au lycée Urbain Vitré, mais on essaie de créer une cohérence entre le premier degré, le collège et ensuite le lycée. L'autre action dont je voudrais vous parler, qui a été soutenue fortement par la cité éducative et qui s'inscrit dans un dispositif d'internat d'excellence et qui s'est déroulé les 4 et 5 décembre dernier, est une petite action, mais qui a fait
qui a fait du bruit, qui s'appelle Urbain Vitry en lumière. L'idée, c'était quoi? C'était de permettre à un artiste toulousain de surcroît, Eda Ibrahim, de s'engager pendant près de 3 semaines dans une démarche de documentaire immersive au sein du lycée, aussi bien sur le temps scolaire que sur celui d'internat. En résulte un film qui vise à briser les clichés sur les formations des jeunes, les formations du bâtiment, mais aussi sur les apprenants, donc des jeunes issus des quartiers nord, et surtout à le diffuser auprès de tous les riverains. Et on a projeté l'œuvre donc sur les murs du lycée, sur les façades du lycée, et les parcours des apprenants ont été mis en exergue, leurs gestes professionnels, mais aussi, ce qui est important, l'engagement de tous les personnels auprès d'eux et de le rendre lisible à tout le quartier. Ça aussi, c'était une dimension importante, que les gens qui sont autour du lycée se rendent compte de ce qui se fait à l'intérieur du lycée. En conclusion, je dirais que le soutien des cités éducatives participe pleinement à un double objectif. Donc, je l'ai dit, faire société au sein du lycée, notamment par des actions liées au dispositif internat d'excellence, mais également de faire société avec la ville. Et la plupart des actions sont, je l'ai dit, sont totalement ouvertes au public, et notamment aux habitants des quartiers de Toulouse Nord. Et rendre, excusez-moi, je redis un peu, donc le lycée lisible et surtout accessible aux habitants. Voilà, je vous remercie. Alors, merci beaucoup pour vos présentations. On l'a vu, la première partie donc de ce webinaire était dédiée donc aux internats lycées et collèges. On le voit, l'internat contribue donc à l'épanouissement et à la construction personnelle des jeunes. Dans la seconde partie, nous allons avoir donc la présentation de l'Institut Villebon par Gérald Perroche, qui en est le directeur, et il va nous présenter donc un internat qui est dédié à l'enseignement, à des étudiants, donc de l'enseignement supérieur forcément, et il va nous montrer comment s'est construit l'histoire en fait de cet institut et comment l'internat contribue au développement de ces jeunes et à la construction de leurs projets professionnels. Monsieur Perroche. Merci beaucoup pour cette introduction qui a déjà donné tous les mots-clés de mon intervention. Les étudiants d'Institut vous accueillent ici pour cette petite présentation que je vais vous donner. Si nous pouvons donc du coup passer à la diapositive suivante, pour souligner le fait que l'Institut Villebon-Georges Charpak a un statut administratif tout à fait particulier qui est celui de groupement d'intérêt public. Ce statut vient du fait qu'un ensemble d'établissements de très grande réputation se sont associés, ont décidé de dédier des moyens de manière à travailler à l'intersection entre les enjeux de la transformation de l'enseignement des sciences et technologies d'une part, et d'autre part de l'égalité des chances. Et c'est à l'intersection de ces deux enjeux qu'ils ont décidé de mettre des moyens humains et financiers. Ces établissements sont par ailleurs de nature différente. Vous voyez qu'il y a deux universités qui elles-mêmes ont une physionomie très différente. L'université Paris-Saclay, qui est la première université française dans les classements internationaux, mais également l'université d'Evry, qui est une université de territoire. Une école normale supérieure et 6 écoles d'ingénieurs, que je ne vais pas nommer, ainsi que l'école polytechnique, qui est un partenaire historique de l'Institut et qui nous permet de bénéficier chaque année de 3 élèves polytechniciens qui consacrent 6 mois à travailler au sein de l'Institut. Le statut de groupement d'intérêt public est fondamental parce qu'il suppose que toutes les actions qui sont menées ne sont pas menées pour les établissements qui l'ont fondé, mais au bénéfice de l'intérêt général. Donc tout ce que nous le faisons effectivement, nous l'articulons pour l'intérêt général et autour de 3 piliers qui sont notre licence sciences et technologies, notre propre résidence étudiante qui a ouvert depuis 1 an et un centre de recherche qui est un centre de recherche particulier en sciences de l'éducation que j'ai intitulé ici Centre de recherche action. Alors si nous regardons notre licence sciences et technologiques, quelles sont ses propriétés particulières, et vous verrez que c'est important de l'avoir en tête pour comprendre les fondements de la résidence elle-même. Georges Charpak est un prix Nobel de physique, mais c'est également l'inventeur de la main à la pâte, une façon d'initier les tout jeunes, y compris dès la maternelle, aux sciences. L'Institut a réinterprété les principes de la main à la pâte dans le contexte de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire dans le contexte d'une licence en sciences et technologies.
Et donc, une partie importante de nos enseignements adopte ce cheminement qui est totalement atypique dans l'enseignement français, où plutôt que de partir du fondamental et aller vers l'appliqué, nous allons partir de l'appliqué, de choses parfois extrêmement concrètes, pour progressivement remonter vers des connaissances qui sont plus fondamentales. Le deuxième, non, j'ai pas fini. Je suis désolé, je veux bien aller vite, mais il faut que. Voilà. Le deuxième point, c'est ce qui est figuré en haut, c'est l'importance de l'entraide. Tous les étudiants d'institut, lorsqu'ils intègrent notre établissement, signent une charte dans laquelle ils s'engagent à l'entraide avec leurs camarades. C'est très important parce que nous pensons que un des ressorts pédagogiques de la réussite étudiante, c'est précisément l'entraide entre étudiants, qui est finalement considéré comme un nouvel ingrédient de la pédagogie. Un troisième élément caractéristique, c'est le fait que nous avons des élèves de grande école qui viennent travailler à l'Institut pour aider nos jeunes, soit à reprendre leurs cours parce qu'ils ont eu des difficultés, soit pour ceux d'entre eux qui sont capables d'aller plus loin, d'aller justement plus loin que ce que nos cours leur permettent d'apprendre. Et ça, c'est très important parce que ça va permettre d'adapter le parcours de l'étudiant et donc sa poursuite d'études en fonction de sa situation personnelle. Enfin, la dernière caractéristique de notre projet pédagogique, c'est qu'il intègre les besoins du monde du travail. L'Institut a été créé avec le partenariat d'entreprises et une partie importante des enseignements sont dédiés non pas à l'apprentissage de savoir, mais à l'apprentissage de savoir-faire et de savoir-être qui ont été élaborés en dialogue avec les entreprises. Alors, ce projet pédagogique atypique, donc on peut passer sur la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, comme il y a peu de temps, je ne vais pas commenter cette diapositive. On va passer directement à la suivante. Se prolonge depuis l'année dernière par l'ouverture de notre résidence. En fait, elle a été prévue dès le début de l'Institut, qui a été créé maintenant il y a 12 ans, mais elle a mis un petit peu de temps à se réaliser. Le raisonnement qui a été tenu était de dire que pour que tous les étudiants, quelle que soit leur situation, réussissent leurs études, s'affranchir des difficultés qui sont des difficultés de transport ou des difficultés de logement était absolument essentiel. Donc, grâce à un partenariat entre l'Université Paris-Saclay, le Crous, le CNUS, l'ANRU et l'Institut Villebon-Georges-Charpacq, cette résidence pour la réussite étudiante a pu être construite. En fait, il s'agit de la rénovation d'un bâtiment qui était dédié à l'enseignement au sein de l'Université Paris-Saclay. Il reflète, ce bâtiment, tous les principes pédagogiques de l'Institut. Par exemple, les colocations. La quasi-totalité des logements sont des colocations. Les colocations qui sont une réinterprétation du principe d'entraide, avec l'idée qu'ils vivent à plusieurs et qu'ils, comme ça, s'aident, se supportent dans leur quotidien, y compris en dehors des salles de cours. Ensuite, nous avons intégré des salles de travail qui sont elles-mêmes adaptées à certaines situations particulières d'apprentissage qui renvoient à ce que nous faisons au sein des murs de l'Institut. Et puis, nous avons préservé un espace pour la vie étudiante dans notre salle de sport avec la pratique sportive qui est soit en autonomie, soit à encadrer avec des professeurs de sport. Alors, pour finir la description de l'Institut Villebon-Georges-Charpacq, je voudrais juste mentionner que tout ce que nous le faisons dans un esprit d'analyse critique. Et donc, nous avons notre propre centre de recherche au sein de l'Institut qui s'appelle le Centre d'expérimentation pédagogique, dont une partie de l'activité porte sur notre propre licence et notre résidence. Nous avons un projet de recherche actuellement sur la résidence et son impact sur la réussite étudiante. Et puis, bien évidemment, et je ne vais pas du tout détailler ça, nous travaillons sur une trentaine d'autres terrains qui sont issus de l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur de la région Île-de-France. Alors, ce projet pédagogique, donc si on pouvait aller à la diapositive d'après, s'il vous plaît, eh bien, finalement, il est complètement dédié à la question de l'égalité des chances. Et la transformation pédagogique à laquelle nous prétendons, elle est dans cet objectif-là. Pour cela, nous constituons des cohortes d'étudiants qui sont totalement atypiques, c'est-à-dire que nous allons surreprésenter les minorités de l'enseignement supérieur, et notamment dans les filières sciences et technologiques, avec un objectif de 50% d'étudiants issus qui ont une bourse du Crous, 30% d'étudiants issus des filières technologiques, ce qui est très très supérieur à ce que l'on trouve dans les licences scientifiques en France,
Parité de genre, là également, on est très au-dessus de ce que l'on trouve en général. Et puis, nous avons une attention particulière aux situations de handicap, tout type de handicap. Nous avons entre 20 et 40% des étudiants qui sont porteurs de handicap. Alors l'objectif de tout ça, si je peux me permettre de passer à la diapositive suivante, c'est précisément de contribuer à la réussite de tous les étudiants. Et les données qui ont été obtenues depuis maintenant 12 ans au sein de l'Institut étayent que notre projet a réussi, puisque nous avons 95% des diplômés qui poursuivent leurs études. Et quand on garde en tête que nous sommes partis de situations de fragilité, c'est un résultat qui est vraiment extrêmement marquant. Et qui plus est, 75% parviennent à poursuivre leurs études dans des cursus en grande école, 25% en master, et dans des masters et des grandes écoles qui sont avec des degrés de spécialisation variés et qui concernent des disciplines extrêmement variées. Comme révélé par le fait que ça correspond à plus de 65 établissements qui ont accueilli nos alumni. Voilà, donc pour conclure, la dernière diapositive qui a été réalisée par effectivement un dessinateur qui est venu séjourner au sein de l'Institut pour observer comment il fonctionnait. Eh bien, l'objectif de l'Institut, c'est d'accompagner les étudiants de manière et donc la résidence joue un rôle majeur là-dedans, finalement à les engager complètement dans leurs études, à tel point que, si vous prenez le dessin de gauche, un étudiant se met à m'écrire dessus parce qu'il n'a pas vu que la porte était ouverte et que la porte correspondait en fait à un tableau inscriptible. Voilà. Je vous remercie. Merci, Monsieur Perroche, pour cette présentation. Donc, on attend vos questions dans le chat. Et puis, les personnes concernées pourront répondre directement. Alors, je ne vois pas les questions. Et si on en a... Mais peut-être que je peux en lancer une. Alors, ma première question, elle est valable pour l'ensemble des intervenants. Elle concerne en fait l'implication des familles. Comment vous impliquez les familles dans le processus de recrutement de vos élèves et étudiants? Elle est valable pour tous les participants. Je laisserai la parole à mes collègues chefs d'établissement, mais déjà, d'une manière générale, au sein des cités éducatives, on a créé des postes de médiateurs qui sont en lien avec le référent des internats d'excellence, Monsieur L'Église, sur des dispositifs particuliers où, sur la classe de troisième, il y a des sessions d'insertion, de stage et de nuitée en internat, et notamment en internat d'excellence, de manière à ce que les familles connaissent ces dispositifs, connaissent ces établissements, même s'ils semblent très près. C'est quelques kilomètres, mais c'est déjà compliqué pour les familles d'aller vers ce processus d'orientation. Donc, avec ce partenariat avec Monsieur L'Église, référent, les médiateurs et les chefs d'établissement qui proposent des stages et des nuitées, ça c'est très très important parce que pour nos familles, la mobilité passe par une mobilité plus que géographique, mais sociologique. Les familles font beaucoup d'obstacles au fait que les élèves ne dorment pas tous les jours au sein de leur famille. Donc ça, donc il y a ce travail qui est fait pour le recrutement dans les internats d'excellence. Mais peut-être mes collègues veulent. Après, on rajoute à cela que, en tout cas pour mon établissement, on accueille au sein de l'internat. Et donc, l'internat d'excellence, beaucoup de mineurs isolés qui n'ont juste pas de famille en France. Et donc l'association des familles est complexe, pas évidente du tout. Donc, effectivement, même si on peut proposer des nuitées, même si on fait un peu de lobbying, si vous me permettez cette expression, pour ce dispositif-là, très souvent, ça va être, j'allais dire, quelque part un peu le choix du jeune, avant tout, avant d'être celui des familles. Très, très clairement. On essaye de ramener les familles à chaque fois, mais ouais, c'est vraiment complexe. Dans les contextes, le contexte sociétal qui est le nôtre, c'est extrêmement complexe. Alors peut-être que, puisque je suis récemment
J'ai récemment migré donc de principal d'un collège REP+, au sein du Grand Mirail vers un lycée. Je peux vous dire un peu le processus. C'est vrai que c'est un vrai constat, c'est-à-dire plus les familles sont dans des milieux sociaux défavorisés, euh, et plus il leur est difficile d'envisager la mobilité. Je pense aussi qu'il y a peut-être peuvent intervenir aussi comment dire, les souvenirs les dangers liés à un parcours migratoire qui parfois est extrêmement compliqué. Et au sein du Grand Mirail, en tout cas avec Monsieur L'Église et Madame Fassou, dans les différents collèges, il y a eu une vraie volonté à partir de la cinquième, donc vraiment sur le parcours à venir du collège, une vraie volonté de lier le parcours à venir à la mobilité, c'est-à-dire on fait un choix de formation et pas de lieu de formation en première intention. Et, euh, la question de la mobilité, à partir du moment lors de cafés des parents ou de réunions au sein des collèges, à partir du moment où la mobilité est questionnée, où elle est explicitée aux parents et où on a organisé également des déplacements avec les parents, les enfants pour aller visiter les internats et où les lycées accueillent les parents et les enfants. Tout ce processus a permis de faire bouger doucement, hein, mais de faire bouger cette ligne de l'accès à la mobilité pour des jeunes des quartiers. Et c'est par ce biais-là et le biais de l'ambition et de la volonté de réussir que petit à petit, les internats d'excellence permettent d'accueillir un public de plus en plus différent. Ce qui était intéressant également, c'était cette offre, parce que les parents en ont bien conscience, les parents ont envie que leur enfant réussisse, et la possibilité d'avoir cette offre culturelle, sportive et éducative, et de rassurer sur le fait, sur l'encadrement, c'est également ça qui a permis de rendre le processus efficient. La dernière chose pour compléter, c'est par rapport au lien avec les familles. Il y a effectivement les stages en immersion, c'est plutôt pour les élèves de troisième, qui sont aujourd'hui dans l'heure du choix, en fait, par rapport au lycée. Actuellement, on travaille sur un projet pour les élèves de quatrième, plutôt en groupe, plutôt avec des accompagnants, évidemment enseignants, mais aussi avec des parents, peut-être délégués parents. Donc, on travaille dessus. Notamment, là, vous voyez, on est en train de travailler sur le département de l'Ariège, qui ont des places en internat, qui ont des places dans les filières de formation, et pour lesquels deux établissements de Saint-Giron, trois établissements exactement, la cité du Couserans et deux lycées professionnels qui ont des formations complémentaires. L'idée, c'est d'amener un groupe d'élèves en lien avec le travail du monde de l'entreprise, c'est-à-dire venir voir le jour 1 une filière de formation, le monde de l'entreprise avec des exigences particulières, l'après-midi des plateaux techniques qui répondent aux exigences, le soir dormir à l'internat avec une soirée à l'internat. Donc finalement, se rendre compte que c'est possible, et tout se ferait effectivement aussi, on n'a pas parlé du transport, mais le transport est un point très important dans cette dynamique, et j'ai lu la question qui avait été posée par la NCT avec des craintes, et je pense que ça aussi, se rendre compte que c'est possible et se rendre compte qu'on y vit bien aussi à l'internat, aujourd'hui c'est vraiment très important. Merci. Peut-être le point de vue de l'Institut Villebon. Oui, alors nous, je reprends une formulation qui a été utilisée. Le choix doit être celui du jeune ou de la jeune. Voilà. Et donc, nous avons une attention particulière au moment du processus Parcoursup pour les familles, pour les aider à comprendre ce qu'est l'Institut, parfois pour rassurer les familles. Mais ensuite, tout notre processus de recrutement est un processus qui est assez complexe, dans lequel les étudiants candidats viennent une journée complète à l'Institut, avec l'idée qu'on apprend vraiment à les connaître individuellement, à les extraire précisément du contexte qui est le contexte social dans lequel ils sont et le contexte culturel dans lequel ils sont, pour les mettre tous sur un pied d'égalité dans la façon dont on gère les épreuves. Et ensuite, au cours de la scolarité, nous sommes dans l'enseignement supérieur, donc nos interlocuteurs, ce sont des adultes, a priori, ce sont les jeunes. La dérogation à cela, c'est pour certaines situations de handicap, pour certains troubles du neurodéveloppement. Nous avons jusqu'à quelques situations relevant de l'autisme au sein de l'Institut. Là, bien évidemment, les parents sont des partenaires, puisque ça fait partie des préconisations qui sont usuelles. Très bien, merci beaucoup.
Peut-être on va regarder les questions. Nous avons une question Oui. Allez-y. sur les freins financiers éventuels pour une entrée à l'internat, dans un internat d'excellence. Alors, effectivement, il existe des freins financiers. Vous avez, enfin, la question de Madame Gau, je crois que c'est ça? Non. Oui, c'est ça. Effectivement, il existe des freins financiers à ces problématiques et les médiateurs des cités éducatives relevaient qu'effectivement, c'était un des premiers freins, puisqu'on est sur 1500, 1600 euros environ à l'année. Si vous, aujourd'hui, une prime à l'internat existe et pour l'échelon 6, vous avez une prime de 670 euros. Et la plupart du temps, quand un projet se mène à l'internat, nous avons des liens avec les services sociaux qui s'organisent de façon à ce que en tout cas des aides particulières puissent se mettre en place. Mais le frein financier peut être aussi un frein. Par contre, aujourd'hui, on insiste bien sur les rencontres avec les parents, comme l'a dit Mme Rosenblum dans les cafés des parents, finalement que l'élève, le jeune en tout cas, est plus à la charge des familles. Donc, ce qui fait aussi aujourd'hui quelque chose d'intéressant aussi, le lien avec, ne serait qu'affectif, de l'accompagnement au devoir est important aussi. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une relation conflictuelle. Il faut que tu travailles, il faut que ça va tous les soirs, etc. Donc, quand ils reviennent pour le week-end, et ils peuvent aussi revenir pour le mercredi. En tout cas, c'est beaucoup plus assaini. En tout cas, c'est ce que nous disent. La dernière chose, c'est le transport. La région, aujourd'hui, Occitanie, fait un effort. Il y a une prise en charge des transports. En tout cas, quel que soit aujourd'hui l'internat. Après, si je peux rebondir, il est possible aussi d'utiliser le fonds social en partie pour accompagner les familles dans le paiement des frais d'internat. Oui. Oui, nous, on a Ça peut pas être les généralisé, mineurs mais- isolés en moyenne sur les mois d'hiver, on les prend en charge complètement. Alors, est-ce qu'on a une autre question? Je regarde. Je peux juste signaler que Oui, le frein allez-y. peut être, concernant l'Institut Villebon-Georges-Charpak, il peut également y avoir un frein financier pour certains étudiants qui sont issus de la région Île-de-France, qui peuvent avoir une incitation familiale forte à rester chez eux pour ne pas avoir des frais inhérents à l'hébergement. Pour autant, on a pu montrer que vraiment la résidence sur place était un critère de réussite étudiante très très fort. Et donc, on arrive parfois à convaincre les familles. Et par ailleurs, l'Institut a ses propres aides financières qu'il vient rajouter aux bourses du Crous pour les étudiants et les étudiantes qui sont dans les plus grandes situations de précarité financière. Donc, nous sommes très attentifs à ça et nous faisons notre maximum pour les accompagner. Très bien, merci beaucoup. Peut-être enfin, si je ne vois pas d'autres questions, peut-être Madame Darmagny, vous en avez aussi? Oui, alors peut-être Ouais. insister sur la dimension réseau, mutualisation des pratiques dans la construction des projets en lien avec le territoire. Un peu. Oui, comme que je l'ai explicité dans la première partie de mon intervention, c'est-à-dire que nous, c'est le cœur même de notre fonction, la cité éducative, de construire un réseau fort, structuré, étayé, évalué aussi. Le travail a été, après 2 ans de cité éducative, de proposer aux superviseurs des internats d'excellence et aux proviseurs d'ailleurs successifs, de proposer des structures sur lesquelles nous avions évalué les projets, la pertinence, de manière à ce que déjà ça leur fasse gagner beaucoup de temps parce qu'ils sont pris dans leur fonctionnement quotidien et les relations avec les partenaires extérieurs ne peuvent pas être déployées, surtout sur la première année de mise en fonction d'un professeur. Et donc, nous, en tant que cité éducative, ça me semble essentiel de leur apporter notre expérience. Et puis aussi, pour revenir à l'épisode précédent sur les parents, par exemple, si on prend l'exemple du Fessi-Vitry sur le LEP Urbain Vitry, pour que les parents, ne serait-ce que du quartier, même si les enfants ne sont pas dans
scolarisés dans le LEP, comment faire venir les parents du quartier. Donc, c'est notre travail de cité éducative, notre alliance, notre tissage de réseau qui fait que on va les rencontrer avec les médiateurs, on connaît les structures, on va dans les clubs de prêve, on va dans telle association et on fait en sorte de ramener des parents sur ce genre d'événement de manière à aller vers l'objectif d'ouvrir l'établissement sur un territoire et de faire découvrir ce que les parents n'envisageraient même pas. C'est comme ça que l'on travaille et bon, à l'origine, je suis chef d'établissement, donc je connais la difficulté du quotidien d'un chef d'établissement. Donc, si dans mes fonctions de chef de file cité éducative, je peux aider mes collègues à mieux appréhender cette partie, ben voilà, il me semble que ça rentre totalement dans le travail d'un chef de file éducation nationale d'une cité. Et au sein des réseaux internats d'excellence, si je peux un peu m'exprimer là-dessus, il y a aussi beaucoup d'entraide entre nous. On est 4-5 internats. Il y a Gallieni, il y a Eugène Montel, il y a Stéphane Essel et Vitry, où dès qu'on a une possibilité de mener une action avec un artiste, je pense notamment l'année dernière, on a fait venir le réalisateur d'un dessin animé qui s'appelle Les Belles Cicatrices, je ne sais pas si vous l'avez vu sur Arte, primé au César, ouais. Et qui, voilà, on avait un contact, nous privilégié avec le réalisateur, donc on a fait une projection, et du coup on a proposé aux autres établissements labellisés Internat d'Excellence de participer à l'échange, et voilà, il y en a eu aussi la rencontre l'année dernière avec Robert Baubert, là c'était porté par Stéphane Essel, donc on essaie quand même de mutualiser quand on fait des actions de cette tenue-là, parce que là il y a quand même une très bonne tenue, de mutualiser et de proposer aux autres établissements partenaires. Alors c'est vrai qu'en étant à Toulouse intramuros, le déplacement et les frais, tous ceux qui sont INERA, sont pas excessifs, ce qui est plus difficile en milieu rural. Et pour un de nos partenaires, le lycée Eugène Montel, qui lui est à Colomiers, donc qui est déjà un peu excentré de Toulouse, le frein financier arrive, donc on essaie de trouver des solutions de minibus, de machin aussi pour coopérer en fait, tout simplement, et collaborer. Alors on sort un peu des cités éducatives, mais on est vraiment entre internats d'excellence. Voilà. C'est pour compléter ce que tu disais. Aucun souci. Merci. Peut-être juste pour rester sur la question des réseaux, et c'est vrai qu'on arrive au bout de notre webinaire, quel lien vous faites avec les dispositifs éducatifs existants, notamment les cordées de la réussite? Parce que je vois que chacun travaille sur l'accompagnement des jeunes à une meilleure orientation, au développement personnel et scolaire des jeunes. Quelle contribution vous faites à ces articulations-là, si vous en faites? Je dirais que c'est un complément, mais comme la relation avec l'entreprise, comme beaucoup d'autres dispositifs, c'est-à-dire que le fait que le jeune soit à l'internat d'excellence, il bénéficie sur un temps qui est plus scolaire, effectivement, de cet accompagnement. Les cordées de la réussite, en plus sur le temps scolaire, enfin, en tout cas, sur mon lycée, ne concerne pas nécessairement des internes. Voilà, on le fait avec la TBS, nous, la Toulouse Business School, mais ouais, si on peut articuler, on articule. On articule sur le temps du soir en faisant des actions qui sont en lien mais moi, je dirais c'est plus la relation avec les entreprises que finalement avec les cordées de la réussite. Oui, ouais, il y a une continuité en fait sur les cordées de la réussite entre les élèves qui ont été encordés en collège. Au lycée, on a la possibilité avec comment dire, la base élève de repérer, de connaître et d'identifier les élèves encordés. Donc, il y a une continuité qui leur est proposée. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes têtes de cordée, on n'a pas forcément la même offre, mais on a la possibilité, en tout cas, d'identifier les élèves et de leur proposer les cordées. Après, ça va être fait indifféremment aux élèves de l'internat d'excellence et aux élèves de l'établissement, puisque les cordées s'adressent aux élèves en QPV, en majorité en QPV. Et donc, ça concerne absolument tous les élèves de l'établissement. Et je pense que nous, comme on accueille 5 établissements différents à l'internat, les activités cordées ne sont pas spécifiques à l'internat. Pour compléter, je pense à une action qu'on a menée spécifiquement, qu'on est en train d'évaluer, qui n'est pas liée avec les cordées de la réussite, mais qui peut s'apparenter, c'est-à-dire qu'il y a un partenariat
parce que avec l'IEP de Toulouse, qui est fortement soutenu par la NCT au niveau local, et il y a une association qui s'appelle Accorda, qui travaille sur l'accompagnement des élèves issus des quartiers prioritaires sur l'insertion vers l'enseignement supérieur et notamment IEP qui se révèle très, très complexe. Alors, on s'éloigne, mais dans l'esprit, on est vraiment sur un accompagnement des élèves de l'éducation prioritaire pour accéder à un niveau d'études auquel ils pensent ne pas pouvoir accéder. Ils ne s'autorisent pas. C'est un peu aussi, c'est pour ça qu'on a décidé cette année d'aller dans ce soutien avec cette association Accorda, parce qu'on est vraiment dans l'esprit aussi cordé de la réussite, parce que c'est un tutorat, un accompagnement sur la première année, sur les entretiens. Donc voilà. Mais c'est très local. Pour compléter, pardon, deux choses. La première, c'est qu'effectivement, ce que disait Dominique Fassou, projet accordé avec Sciences Po à Toulouse. Il y a un projet qui est mis en place et on a donc Sciences Po Toulouse qui interviennent et le Crous aussi dans les internats au travers d'un escape game. Et de nombreux internats, justement, travaillent aujourd'hui sur ces concours d'éloquence, sur ce lien avec le lien vers le sud. Donc, il y a effectivement des points. Et l'avantage de l'internat, c'est que c'est un lieu qui est privilégié quand même pour ce genre d'action. Les liens, nous, on y travaille, hein, Madame Bellamy, qui est sur le lycée Gallieni, effectivement. Et c'est des points qui sont importants. Mais Anne d'Harmonie pourra en parler. On est en train de travailler sur une continuité de l'ONICEP et des compétences développées sur les cordées de la réussite, peut-être sur les internats d'excellence. Donc ça, c'est un point important. La dernière chose sur les cordées de la réussite, on a des internats, donc notamment le CREPS de Toulouse, pour étayer un peu ce point-là, qui sont aujourd'hui tête de cordée. Donc internat d'excellence, tête de cordée, qui aujourd'hui met en place des forums, un forum sportif d'aujourd'hui, métier de demain. Et puis derrière, aujourd'hui, il y a un plateau télé qui se monte, qui travaille justement sur ce lien-là. Donc, si vous voulez, je vous mettrai dans le lien, dans le chat, les différents projets et qui permettront d'étayer un peu ces projets-là avec le CREPS de Toulouse. Très bien, merci beaucoup. Peut-être Monsieur Perroche, mais Oui. là, du coup, on va finir avec vous. Puisque dans ce que vous avez présenté, il y avait beaucoup d'éléments qui concordaient justement avec l'approche cordée. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, nous Ce sera le mot de la participons, fin. oui, nous participons au Cordée de l'Université Paris-Saclay. Et en fait, la façon dont nous y participons, c'est sur l'organisation d'ateliers qui sont proposés à des lycéens qui sont en Cordée et des ateliers qui sont réalisés par les étudiants de l'Institut. C'est-à-dire qu'ils ont la preuve que des jeunes qui sont issus des mêmes trajectoires qu'eux peuvent atteindre un niveau scientifique qui les amène ensuite à se positionner en position de professeur vis-à-vis d'eux. Et donc, ça nous paraît être la meilleure façon de dédramatiser la question de l'orientation. Très bien, merci beaucoup. Je remercie mes collègues Victor et Nina, que je ne vois pas, et donc Saïda et Madame Darmouni, dont je ne vois pas le prénom, je suis désolée, donc, pour Anne. l'organisation, voilà, Anne, Merci à pour vous. l'organisation de ce webinaire, et puis on vous invitera au prochain, qui normalement doit avoir lieu, Victor, en début février. C'est exact. Voilà, et ça portera normalement enfin, c'est dans le cadre de la semaine des cordées côté politique de la ville, et donc on vous invitera à y contribuer. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Bonne fin de Au journée. revoir. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Merci, au revoir. au revoir. Au revoir.